déjà, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce premier café du partenariat en recherche. Donc ces cafés recherche sont organisés 2 fois par mois maintenant dans le cadre du plan stratégique 20+5, plus de recherche et d'innovation au quotidien dont je suis la responsable avec ma collègue Sonia Carboni. Et puis donc nous sommes très heureuses aujourd'hui d'accueillir toute l'équipe qui va nous présenter donc ce café du partenariat en recherche. Donc je laisse la parole à Nadia. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Bonjour. Je fais une toute courte introduction pour situer un peu notre présentation aujourd'hui. Il se trouve qu'on a fait on a proposé une formation en partenariat à la recherche et il y a un pilote qui a eu lieu au mois de janvier. Et on a invité les participants à cette formation à venir aujourd'hui avec nous. Et on leur avait vendu ça un peu comme un café réflexif qui était plus concentré sur eux, où ils auraient pu partager leur expérience, nous donner avec un peu de recul leurs impressions sur la formation, sur le partenariat, etc. Comme dans cette salle, il y a aussi des gens qui n'ont pas participé à la formation, on va faire un tout petit peu différemment. On va commencer par une présentation du partenariat en recherche et de nos activités. Et puis ensuite, on va vous laisser en priorité la parole à vous qui avez participé à ces modules de formation pour lancer la discussion. Après, évidemment, tout le monde est libre de parler, mais pour que vous ayez quand même un peu votre mot à dire. Ça va? On fait comme ça? Sandrine, je te laisse commencer. C'était rapide. C'était non. Merci Nadia. Alors, donc moi, je vais vous présenter très rapidement le programme Patient Partenaire, puisque la mission essentielle de ce programme est de promouvoir la culture du partenariat aux UG. Donc, quand on parle de partenariat en recherche, forcément, on parle aussi du partenariat. Alors, au tout départ, un plan stratégique, le plan stratégique 2016-2020, avec une idée, un projet. La chef de projet était Sylvie Touvenot, l'amendante Sandra Merkli, notre directrice des soins. Et dans l'idée de développer cette culture du partenariat aux UG, il y a eu plusieurs regards croisés, en fait. Des enquêtes, des mélanges, des rencontres, discussions avec des patients, des professionnels, et puis, je vois Aurélie qui fait les photos déjà, et plusieurs personnes, en fait, de l'extérieur, dans les membres du public. Dans ces regards croisés, les 4 thèmes qui ont émergé étaient la connaissance du patient, les besoins du patient, du ou des patients, l'implication des patients et plus de communication, la communication entre les différents partenaires. Donc une équipe projet s'est constituée et un nouveau modèle HUG du partenariat s'est mis en place avec l'accompagnement des différents partenaires tout au long du processus. En janvier 2021, ce projet est devenu un programme, le programme PP plus 3P. Je fais un clin d'œil à un collègue médecin qui me dit toujours 3P+. Je lui dis non, mais là, c'est plus 3P, les proches, les professionnels et les patients, et le public, bien sûr. Et il est aujourd'hui rattaché à la direction des soins. Alors, sur quoi s'est appuyé ce programme pour fonder le programme et le développement du programme? Sur le modèle de Montréal. Je pense que tout le monde, plus ou moins, connaît le modèle de Montréal avec le continuum d'engagement des patients. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, vous le voyez peut-être en plus grand ici. Donc, c'est un modèle qui a une dizaine d'années à peu près, qui a été écrit par Marie-Pascale Pommet et ses collaborateurs. Dans ce modèle, vous voyez très bien sur la ligne transversale les niveaux de participation, d'implication, d'engagement des patients, avec ce qu'on appelle un continuum, une progression, où on va du premier niveau, l'information, puis deuxième niveau, la consultation, la collaboration, pour arriver à du partenariat. On dit vraiment que lorsque les patients sont dans cette 4e étape, on est dans le partenariat. Sur la colonne de gauche, vous avez les différents domaines avec le soin, l'enseignement, la recherche et l'organisationnel et tout ce qui est politique également. Aux UG, on est parti de ce modèle-là en considérant peut-être une petite différence, c'est que le partenariat se vit déjà au premier niveau, au moment où les patients et patientes s'impliquent dans leur projet de soins et commencent à devenir partenaires. Nous avons gardé les 4 domaines, soins organisationnels, recherche et enseignement, avec ces 4 niveaux d'implication, information, expression, décision et action. Alors, la démarche relationnelle,
Elle est basée avant tout sur cette relation de confiance, d'écoute, de respect mutuel et de décision partagée. Et chacun joue un rôle, chacun a sa place. En deuxième, nous avons dans les modalités du partenariat le fait de reposer sur la considération de l'autre, sur une connaissance, une reconnaissance réciproque des savoirs des patients et des savoirs des professionnels, en s'appuyant sur le vécu de chacun. Et au final, c'est vraiment cette complémentarité dans les expertises, l'expertise des professionnels et l'expertise, le savoir des patients issus de leur savoir, de leur vécu avec la maladie, ces savoirs expérientiels qui font le partenariat. Alors, je vais peut-être aller trop vite, excusez-moi. Voilà. Donc, en bas, sur la roue, vous voyez qu'au fond, pour agir et décider ensemble, c'est tout un processus. Ça ne se fait pas en une fois. Ça passe bien sûr par la rencontre, mais ça va aussi passer par la reconnaissance de l'implication du patient, la considération, la confiance, et les partenaires sont accompagnés tout au long du processus. Et là, on peut arriver à une décision et une action partagée. Et la dernière slide sur le programme, je ne pouvais pas passer sans vous présenter l'équipe avec Armelle Fontaine, ma collègue qui est la coordinatrice de la plateforme, qui s'occupe du recrutement des patients partenaires et qui met aussi en lien les différents partenaires, les patients, les proches, le public et les collaborateurs. Le programme, c'est aussi donc cette plateforme anonymisée. Nous avons une base de données avec plus de 700 patients, plus de 1000 implications depuis le début du projet. Une page web, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller la voir, je vous encourage à aller la voir aussi. Il y a des vidéos, des témoignages de patients, dont une vidéo qui parle du partenariat en recherche. Et puis, c'est aussi des formations. Donc, la formation au partenariat soins et services, c'est la première formation qui a été lancée aux UG, une formation qui a été rendue obligatoire par les directions, la direction médicale et la direction des soins, pour tous les cadres de l'institution. C'était vraiment pour lancer cette culture du partenariat. On a à peu près 200 cadres formés aujourd'hui et elle se poursuit. D'ailleurs, il y aura le premier café du partenariat, donc pas du partenariat en recherche, mais premier café du partenariat le lundi 12 juin. Nadia vous parlera, ou Tourane, de la formation au partenariat en recherche et des collaborations, bien sûr, internes et externes. Alors, en externe, nous avons beaucoup de demandes de la Direction générale de la santé, des hautes écoles de santé, de l'UNIGE, donc vraiment des partenariats qui deviennent de plus en plus forts, et en interne, entre autres, le réseau du partenariat en recherche. Ce qui me laisse l'occasion de donner la parole à Nadia. Donc effectivement, dans cette idée de partenariat qui s'instaure au HUG, et il y avait le besoin de développer cet aspect aussi dans le cadre de la recherche. Là, vous voyez une photo qui date de 2019, qui était un focus group qui avait été organisé ici. On voit Sylvie Touvenot, qui était à l'origine de l'organisation de tout ça. Ce n'était pas encore un focus group pour parler du partenariat en recherche à proprement parler, parce que c'était un moment où on essayait de réfléchir avec des patients et vous voyez, il y a des membres de la commission d'éthique, vous ne les voyez peut-être pas, vous ne les reconnaissez pas, mais la direction de la communication aussi qui sont là. Il y avait des chercheurs, il y avait des infirmiers de recherche, des membres du CRC. On essayait de réfléchir tous ensemble à comment développer une plateforme qui pouvait mettre en avant les recherches effectuées au HUG et donner aux patients sujets d'études, la possibilité de suivre l'évolution de leur étude et de communiquer plus facilement avec les chercheurs. Donc on avait fait ce focus group dans ce but-là. Et suite à ça, Sylvie m'a dit, il faut qu'on développe, je dois développer le partenariat en recherche aussi, je pense que toi tu as des idées, viens. Elle a réuni un groupe en fait de gens. On s'est retrouvés autour d'une table. Au tout début, on ne savait pas trop ce qu'on faisait là. On a commencé un peu à discuter et puis on a commencé à cerner un peu la question, à regarder de la littérature, à discuter, à voir ce qu'on pouvait développer au HUG. Et là, on voyait une partie des têtes. Je crois que ce n'est pas tout à fait à jour. Il nous manque les nouveaux dans notre groupe, mais voilà un peu les personnes qui se sont retrouvées régulièrement pour réfléchir à ce que ça voulait dire de développer le partenariat dans le cadre de la recherche. Donc, on a réfléchi à plusieurs choses. Moi, personnellement, j'ai énormément appris. J'ai compris beaucoup de choses à l'occasion de tout ça, parce que j'étais un peu
externe à tout ça, même si moi, dans mon activité de tous les jours, c'est de faire de la recherche, mais on ne la faisait jamais en partenariat, en impliquant des patients dans les études. Et puis, on a commencé un peu à essayer de structurer ça. Et puis, c'est arrivé à peu près au même moment, en 2020, où le Fonds national a commencé à exiger pour certains types de programmes qui s'appellent Investigator Initiated Clinical Trials, IICT, il forçait les chercheurs à faire du partenariat. Donc là, tout d'un coup, il y a des chercheurs qui ont commencé à nous contacter en disant « qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait ça ?» Donc, on a vu qu'on avait un besoin, en fait, de cette réunion autour d'une table une fois tous les 2 mois. En fait, ça répondait à un réel besoin, mais on avait besoin d'aller un peu plus loin. Et puis, on a structuré ça. On s'est donné un nom, Partner REC, Partenariat en recherche clinique. Et puis, on a quelques missions. Donc, nos missions, on se les a auto-déterminées. Personne ne nous a demandé de faire ce qu'on a fait. On l'a fait tout seul. Et on s'est donné comme première mission de réfléchir sur ce que c'était le partenariat en recherche. On a assez rapidement proposé ce qu'on appelle, nous, des consultations aux équipes de recherche, c'est-à-dire que des gens qui ont envie d'instaurer le partenariat dans leur étude, ils peuvent nous contacter et on les reçoit. D'ailleurs, on a une consultation prévue tout à l'heure. On les reçoit tous les premiers mardis du mois. C'est une consultation qui dure 1 heure à 1 heure et demie, dans laquelle le groupe de recherche va nous décrire un peu en 10 minutes l'idée de son étude, et puis ensuite, on est là avec des chercheurs et des patients et tous ceux qui veulent bien se joindre à nous. Puis on fait une sorte de brainstorming structuré, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire qu'on lance des idées et puis on réfléchit à la stratégie de partenariat qu'on pourrait instaurer dans ces types d'études. Notre troisième mission, c'est de développer une formation en partenariat dans la recherche. Et je ne sais pas pourquoi ce n'est pas ça qui est souligné, parce que en fait, c'est de ça que Touran va nous parler maintenant. Et puis encore un quatrième aspect, c'est qu'on essaye effectivement d'étudier aussi l'impact d'instaurer un partenariat sur les études. Donc c'est de la recherche sur la recherche. Donc voilà, on a ces 4 missions. Et voilà, donc là je profite en fait de ça pour faire connaître un peu cette structure-là, qui reste encore moins bien connue que le partenariat en général, peut-être aussi parce qu'il y a moins de chercheurs au sein des HUG que de soignants. Et donc voilà, si vous avez besoin de nous, vous pouvez toujours nous contacter. C'est les premiers mardis du mois pour les consultations. Et je laisse la parole à Touran, non, c'est ça? Ah, pardon. Je me suis trompée. D'accord. Bonjour, je m'appelle Clara Soucoupe. Je suis invitée aujourd'hui juste pour présenter le 3e partenaire un petit peu dans notre volet pilote de la formation partenariat en recherche, en fait, qu'on a lancé au début de cette année. Je viens du laboratoire des patients en oncologie du CHUV. Et en fait, nous, c'est un petit peu similaire à ce que Nadia vient de vous raconter. Nous aussi, en fait, notre groupe s'est formé en 2019 selon le besoin des chercheurs plutôt qui ont dit on aimerait bien faire du partenariat, mais comment faire, quoi faire. Et nous, comme notre groupe se focalise exclusivement en oncologie, on a commencé de lancer quelques petits projets en oncologie. Alors nous, déjà, vous voyez le groupe en bas, c'est en fait un groupe maintenant qui est géré en partenariat entre le CHUV et les HUG par la professeure Eicher qui est professeure en sciences infirmières et le professeur Adeo qui est oncologue ici aux HUG. Et en fait, c'est un projet maintenant qui est rattaché aussi au Swiss Cancer Center Le Mans, qui est en fait un groupe des groupes de recherche en oncologie sur le lac Lémanique. Et en fait, vous voyez les membres de l'équipe ici, on est une toute petite équipe aussi avec plutôt des chercheurs et des personnes qui mènent des projets en oncologie, des projets de recherche où on pratique le partenariat. Et à côté de ça, on a commencé aussi à développer un petit peu les cadres de référence dans lesquels on peut inscrire tous ces types de partenariats qui sont vraiment adaptés à nos besoins, à notre contexte local, au CHUV et aux HUG dans le cadre de l'oncologie. Et aussi, on a commencé à réfléchir à la nécessité de développer une formation en partenariat en recherche où on a pris contact avec nos collègues aux HUG et on a développé ce joli projet ensemble que Touran maintenant, qui en fait partie de tous ces 3 groupes, va vous parler plus en détail.
Ça y est, on entre dans le cœur du sujet. Donc moi, je suis Tourane et je fais partie des 3 groupes et donc j'ai le privilège de vous présenter cette formation. Ce qui est, je crois, très important dans cette formation, c'est que c'est une formation qui a été fabriquée par un groupe qui était constitué à moitié de patients partenaires et à moitié de professionnels de la santé. Et que c'est un cours qui était destiné à un groupe qui était constitué à moitié de patients partenaires et à moitié de professionnels de la santé. Donc, c'est notre idée, c'était qu'il faut faire ces choses-là ensemble pour réussir à développer un système qui fonctionne vraiment entre professionnels de la santé, chercheurs et patients partenaires. Donc, la formation de partenariat en recherche, elle était constituée de 3 modules. Dans le premier module, on a parlé du partenariat patient en général, donc un peu comme Sandrine l'a présenté avant. La question, c'est un peu qu'est-ce que peut apporter le patient grâce à son expérience de la vie à l'hôpital au système de santé dans son ensemble. Peut-être l'exemple qui, moi, me parle, c'est en fait, quand on est patient et qu'on se balade ici, ben, on a de temps en temps des surprises, parfois des bonnes, parfois des mauvaises. Et c'est d'utiliser ces surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour améliorer le système. Par exemple, j'ai suivi la ligne violette, je suis devant une porte, il n'est rien écrit dessus et je ne sais pas ce que je dois faire. Suggestion, mieux notifier les portes. Et ce genre de choses. Ça, c'est du partenariat en général. Une autre forme de partenariat qui pour moi est importante, c'est par exemple quand les patients d'une même pathologie discutent entre eux. C'est-à-dire moi je sais comment ça s'est passé pour moi et j'ai super peur du prochain traitement qui va m'arriver. Donc dans la salle d'attente, je vais parler avec quelqu'un qui sort et je vais lui dire alors c'était comment ce truc, et il va me dire ça a fait bip bip, c'était très long mais ça fait pas mal. Ça fait du bien. Donc pour moi ça c'est aussi une forme de partenariat dans la santé. Donc module 1, le partenariat en général. Module 2, on a regardé le partenariat patient dans la recherche. Ça veut dire, qu'est-ce que le patient peut apporter pour améliorer la recherche, mais pour améliorer la pertinence et la qualité de la recherche. Le but, c'est de rendre la recherche plus efficace pour les chercheurs, mais aussi pour les patients, pour tout le monde. Alors, on a discuté des notions de base, on a discuté de définition, mais on a surtout cherché à savoir quel patient, à quel endroit on pouvait impliquer dans un projet de recherche pour l'améliorer. Alors, il y a des endroits qui sont logiques. Par exemple, ça me paraît assez normal qu'un patient relise les documents destinés aux patients pour rendre ces documents plus compréhensibles. C'est aussi intéressant, par exemple, d'avoir un patient ou un groupe de patients auxquels on demande quelles sont les priorités dans votre maladie, qu'est-ce qui vous semble vraiment important. De moins tousser, de mieux marcher, d'être moins déprimé, d'avoir moins peur, ce genre de choses-là. Et d'ajouter ces choses qui sont importantes pour le patient aux facteurs que les chercheurs mesurent d'habitude. Par exemple, le marqueur de la maladie a diminué de 3%. C'est génial, ou 15, 30%. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux, en fait. Donc, module 2, c'était regarder ce qu'on peut faire. Et puis, surtout, comme on avait ce groupe où on avait la moitié de professionnels de la santé et la moitié de patients partenaires, eh bien, on les a mis en groupe, puis on leur a essayé de les faire expérimenter cette rencontre et cette discussion. Et une chose que je dois quand même dire, c'est que ce n'est pas des discussions qui se font de façon facile. Mettre tout le monde ensemble, déjà mettre 3 groupes qui ont été présentés tout à l'heure, les mettre ensemble et les mettre d'accord sur faire une formation, c'est déjà pas gagné. Mettre ensuite des patients partenaires et des chercheurs ensemble, ça crée aussi des étincelles. Mais c'est ça qui fait bouger les choses. Nadia, elle a un mot que j'adore, qui est la confrontation positive. Et le partenariat patient dans la recherche clinique, c'est de la confrontation positive. C'est faire avancer le projet en l'améliorant grâce à des idées qui ne sont pas forcément les mêmes, pour apporter des nouvelles choses. Bon, je ne vais pas parler 100 000 ans. Module 3, une chose qu'on a faite qui nous a paru clé, c'était de discuter des obstacles. Quels sont les obstacles à la réussite? Donc, quelles sont aussi les choses qu'on peut mettre en place pour que le projet marche mieux? Donc, on a discuté des sujets aussi qui fâchent. On a discuté de l'argent, on a discuté du temps, combien de temps ça prend, pour qui, de faire quoi, combien de temps ça prend pour un chercheur de débloquer un fonds de recherche,
Combien de temps a un patient de disponible pour participer à ce type de projet? Si le patient prend beaucoup de son temps ou se met à travailler vraiment à l'intérieur d'un projet, est-ce qu'il doit être payé? Combien il doit être payé? Comment ça marche? Quels sont les documents administratifs qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Tout ce genre de choses-là. Et le message clé, c'était et ça c'est ce que dit Sarah, qui est malheureusement pas là aujourd'hui, mais c'est pour moi une phrase vraiment stratégique, c'est que le partenariat patient dans un projet de recherche clinique, c'est un projet à part entière. C'est un projet à l'intérieur de projet. C'est un projet qu'il faut mettre en place, réfléchir. On doit réfléchir qu'est-ce qu'on veut demander à quel moment au patient et comment est-ce qu'on va gérer ça. Et on doit faire du monitoring, suivre le projet tout du long. Et à la fin du projet, on doit faire un reporting, c'est-à-dire qu'on doit faire un rapport et on doit noter ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Parce que le partenariat patient dans la recherche clinique, c'est nouveau. Et la seule façon d'apprendre, c'est de communiquer. Voilà. Ça, c'est nous qui avons présenté. Donc, moi, j'avais présenté le module 1 avec Sandrine, Nadia avec Lisa, qui est juste là devant et qui répondra aussi aux questions tout à l'heure, et Estelle, qui est aussi juste ici, avait présenté le 3e module avec Sarah, qui malheureusement n'est pas là, et Clara a été notre méga coordinatrice de communication. Je vais vous donner en 2, 3 slides, 4 mots, les retours des patients qui ont... non, pas que des patients. Les retours de tous ceux qui ont suivi notre formation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez dans le bleu, là en haut, que la majorité de ceux qui ont participé à notre cours ont dit « oui, j'ai apprécié le cours ». Il y en a un peu seulement. Globalement, ils ont tous trouvé que le fait d'être formés ensemble en même temps, ça c'est le carré bleu là-bas, était une bonne chose. Les verbatims qu'on a eus dans les commentaires, c'était qu'ils avaient aimé expérimenter la communication entre les deux mondes, ils avaient aimé découvrir la réalité de l'autre, ils avaient aimé comprendre et voir d'autres perspectives, ils avaient aimé la rencontre et ils avaient aimé ces échanges. Donc ça, comme c'était un pari pour nous, on a été très soulagés de voir que notre pari était gagné de ce point de vue. Les chercheurs, qu'en ont-ils pensé? Les chercheurs, à 100%, ils ont dit qu'après ce cours, ils seraient motivés à impliquer un patient partenaire. Ça, c'était une super nouvelle. Ils ont trouvé qu'effectivement, l'implication de patients partenaires pouvait apporter de nombreux avantages. Mais ils ont aussi mis en avant le fait qu'il fallait un grand travail préparatoire et que ça demandait de la part de l'équipe de recherche une implication plus importante que celle qu'ils ont l'habitude de faire. Et les patients, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors, les patients aussi qui ont participé à cette formation ont trouvé qu'ils étaient motivés à intégrer un groupe de recherche si l'occasion se présentait. Ils ont soulevé l'importance de clarifier les types d'engagement de chacun. Ils ont trouvé que le partenariat était faisable et positif et ils avaient envie de participer. Le retour global de tout le monde, en rouge, vous voyez, la majorité des participants ont trouvé que leur compréhension du partenariat patient dans la recherche était meilleure à la fin du cours qu'au début. Une personne a trouvé qu'il comprenait vraiment très très bien et une autre, il en savait déjà peut-être énormément déjà avant de participer au cours, était pareil. Et ensuite, à la question « Est-ce que vous recommanderiez ce cours ?» on a 100% de oui, ce qui est une très bonne nouvelle pour la suite. Alors, si vous êtes intéressé à vous former à la fin de cette heure de discussion toujours, ou si vous avez envie de participer à une consultation, vous pouvez nous contacter à cette adresse-là, email. Et je vais maintenant laisser la place à la discussion, en fait. On est là pour répondre à toutes vos questions. Et j'invite Nadia à venir m'aider à animer cette partie-là. Ceux qui ont participé, pour ne pas me faire mentir, quoi, ceux qui ont participé à la formation, s'ils veulent lancer la discussion ou lancer un commentaire. Parce que là, c'est des... Enfin, les attentifs d'entre vous ont remarqué, c'est 100% de 3 patients, enfin, de 3 chercheurs. On n'a pas eu... Il y avait 15 participants. L'idée, on voulait avoir moitié-moitié. Finalement, on n'a pas eu moitié-moitié. On a eu 5 et 10. Donc, les patients étaient majoritaires, les chercheurs ont passé un mauvais moment.
J'ai dû les défendre à plusieurs reprises. Je me lance. Je m'appelle Anna, je suis doctorante en bioéthique et j'écris ma thèse justement sur la partenariat dans la recherche. Je me demandais dans quelle mesure, sachant que le partenariat est un standard de l'éthique de la recherche clinique, dans quelle mesure les chercheurs des HUG ensemble pourraient se voir proposer quelque chose de plus structuré, éventuellement obligatoire, pour se former à cette exigence éthique. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on n'en est pas encore là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir l'intérêt? Je ne sais pas si c'est un standard. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un standard. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Concrètement, dans la recherche, Certainement. il y en a très peu de Certainement. recherches qui se font en partenariat. Il faut quand même ouvrir les yeux. Il y a des incentives, comme on dit en anglais. Hein. Il y a des choses qui nous forcent à aller dans ce sens-là. Notamment certains journaux qui, pour publier dans ces journaux, demandent un statement sur le partenariat qui est instauré, et des fonds. Mais sinon, nous, pour côtoyer les chercheurs, bon, nous, là, on côtoie ceux qui sont intéressés dans les consultations. Mais moi, à côté de ça, je travaille avec des chercheurs, ça ne les intéresse pas, en gros, quoi. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils n'ont aucune idée, ils ne se rendent pas du tout compte. Donc, il y a pour l'instant vraiment un manque de compréhension et de connaissance de à quoi ça pourrait servir. Et moi, je ne peux pas leur dire à quoi ça pourrait servir, parce qu'en fait, ça, on ne le sait pas encore vraiment, quoi. À part que c'est chouette à faire des choses avec des patients, on n'a pas de données. Vous connaissez un peu les chercheurs, quoi. Ils vont dire where's the evidence? Alors il faut sortir des articles, il faut donner des chiffres et puis montrer que ça sert à quelque chose. Et ça, on n'a pas encore en Suisse. Non, internationalement, on n'a pas beaucoup de données qui montrent qu'il y aura un meilleur recrutement. Ça, un petit peu. On a quelques données qui tentent à montrer que le recrutement peut être meilleur dans certains cas. Et sinon, non, c'est au niveau international qu'on a pas d'informations. Oui, et en plus, c'est Ça reste très superficiel ce qui est publié. C'était une chouette expérience. On a beaucoup aimé. Comme nous, un peu dans notre sondage, quoi. Oui, on recommanderait ça. C'était chouette. Mais concrètement, il en faut plus pour un chercheur pour se lancer là-dedans. Parce que ça représente un investissement, ça représente de l'argent, ça représente beaucoup de choses. Donc je pense que c'est là-dessus que nous, on doit encore faire. Alors après, travailler avec l'université, moi je trouvais que ce serait une super idée. Ouais. Et nous, on est en tout cas ouverts à toutes les propositions. Ouais, pour revenir à ce que tu dis, ce qui est difficile, c'est difficile de mesurer exactement ce que ça apporte, en fait. Bien sûr, mais c'est difficile de mesurer ce que ça apporte pour quasi tous les normes éthiques de la recherche. Qu'est-ce que ça apporte, le consentement éclairé? On est d'accord. Il faut l'avoir. Du point de vue des patients, peut-être oui quand même. Voilà, donc c'est un petit peu par un autre biais qu'on doit trouver notre justification pour le faire. Ça ne va pas être de donner de l'evidence telle qu'on l'attend voir. Je suis bien d'accord. L'industrie, par exemple, ils ont déjà travaillé avec les patients dans les départements vraiment de partenariat avec les patients. Ça fait déjà des années. Il faut peut-être aussi, je sais que c'est un peu sensible, mais de travailler en parallèle, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont déjà fait et de traduire ça dans la recherche clinique. Il faut profiter de ça aussi parce que ça fait des années qu'ils ont travaillé déjà dans ce domaine. Même si on a parfois un petit peu de la peine à reconnaître les valeurs et l'engagement de l'industrie pharmaceutique, puisqu'on est dans le secteur public, on encourage la recherche dans un hôpital universitaire, etc., on a cette tendance de regarder avec certaines critiques l'industrie, mais l'industrie le fait. Il le fait et il voit les résultats. Ils en parlent maintenant dans les conférences, qu'il y a une augmentation de recrutement, de rétention des patients qui restent dans les essais cliniques, qui ne pas dire qu'ils font que du bon, hein, mais Non. ils font des efforts pour soutenir les patients à travers la période d'essais cliniques pour qu'ils restent. Non, c'est pas. Il faut être critique, mais il faut donner
le mairie, là, il faut quand même. Mais ils ont aussi des ressources pour ça. Bien sûr. Dans les grandes boîtes, ils ont peut-être entre 20 et 30 personnes qui sont. Ça, c'est leur travail, à 100%. Ça pourrait être un argument de dire que si l'industrie le fait, ça doit bien servir à quelque chose. Par contre, les études, qui nous prouvent que effectivement le recrutement est meilleur, parce que s'ils le font, eh ben, il faut qu'ils le disent et qu'ils le publient et que ça soit public. Parce que pour l'instant, il y a un manque de ce genre de données. C'est vrai que je suis médecin et je suis jeune rechercheuse, donc je n'ai pas un point de vue plus, mais moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'aussi on est trop tôt pour une standardisation sur ce dossier, et qu'en fait c'est notamment un moment où ce qui est bien, c'est que c'est une période où on a justement l'opportunité d'expérimenter des méthodes, enfin des moyens de partenariat qui peuvent être divers et justement co-construire. Non, je me dis peut-être dans ce que j'entends, on est tôt pour dire maintenant c'est comme ça, puis il y a un centre qui dit pour intégrer le partenariat en recherche, je ne sais pas, moi je sais que là on est en train de développer un projet de recherche, puis en fait on a une foule de gens qui ont envie de participer à notre projet de recherche. Donc je dis bon, ok, je me sens, je crois que c'est pas fréquent de se faire contacter par les gens qui disent oh, on veut venir dans votre boîte. Je dis voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Puis moi c'est un peu ça, comment on fait pour que ces gens soient vraiment intégrés dans l'étude et pas juste partie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être un peu flou. Là, je pense, je peux juste, c'est par rapport à votre question, une chose qu'on a aussi bien compris dans notre formation pilote, c'est que les chercheurs, beaucoup de chercheurs ont vraiment besoin pas que des données, mais aussi des outils. Tout sont des templates. Et le template pour le contrat, pour la rémunération, pour bien les checklists. Et alors là, on a aussi essayé, on a vu qu'il y a des groupes en Suisse qui développent ça, par exemple la Fire Association, des outils pour certains cas, et comme jamais one size fits all. Donc chaque projet est complètement différent, chaque projet est réfléchi, et dans notre formation, on a aussi vraiment une fille à sensibiliser les chercheurs au fait qu'il faut vraiment planifier chaque projet et après se servir des outils qui existent déjà pour co-construire tout ce projet exactement ce qu'il faut. Et je pense que ça, c'est aussi important pour les chercheurs qui sont un peu à l'aise à partir dans un monde qui est petit. Maria, mais c'est vrai que c'est encore un avantage parce qu'on a un peu le choix. Vu que c'est pas trop standardisé, on peut encore improviser et être créatif, on va dire. Le risque, effectivement, c'est qu'on va tomber dans un truc avec des checklists et des templates. Et à mon avis, ça va pas forcément être bon pour le partenariat, mais peut-être que je me trompe. C'est de l'expérience, peu d'expérience qu'on a. C'est pas comment on arrivera à faire rentrer ça vraiment dans des cases. Et je pense que c'est un risque, peut-être au début. Et peut-être que la standardisation, ça serait d'y penser. Ne serait-ce que ça, quoi. Je fais un programme, j'écris un protocole. Ah, il faut que je pense au partenariat. Et ça, la commission d'éthique peut nous aider. On pourrait exiger d'avoir une petite phrase sur et le partenariat dans tout ça, quoi. Et la réponse pourrait tout à fait être ben non. Voilà, pas le temps, pas envie, je sais pas. Mais juste de forcer le chercheur à y penser. C'est ce que fait le Fonds national avec les AICT, et c'est ça qui fait avancer un peu les choses. Après, comment Il peut y avoir des questions tout à fait générales et transversales pour toutes les questions de recherche. Par exemple, qu'il y ait obligatoirement un test de la question de recherche avec la question qu'est-ce qui est important pour le patient concerné. Des choses comme ça. Mais il y a très peu de choses qu'on pourrait standardiser, mais certainement, je pense. C'est certainement le fait justement d'y penser. Je crois que c'est illusoire qu'une autorité quelconque, que Swissmedic ou quelqu'un d'autre puisse dire on va valider des produits sur le marché uniquement qui sont sortis d'études avec ce type de partenariat-là. On ne va pas arriver à ça, jamais. Mais le fait de mettre l'équipe de recherche dans la situation d'y réfléchir, puis de justifier, mais si ce n'est pas fait, peut-être que parce que la question de recherche est tellement complexe, que ça sert à pas grand-chose de trouver de labels dessus, qu'il n'y a pas de ressources. Finalement, c'est la commission qui donne une information ou pas. J'ai trouvé votre question en fait aussi très intéressante parce que en fait c'est aussi une chose dont nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment
déjà pas mal d'offres de formation pour les patients partenaires, les patients qui sont motivés d'intégrer en recherche. Et il y a franchement pour l'instant rien pour les chercheurs. Et c'était aussi un petit peu dans ce but où on s'est dit, bah, ok, voilà, mais il faut aussi prendre les chercheurs avec, parce qu'on ne peut pas juste dire, bah, savoir comment faire. Et c'était très apprécié auprès des chercheurs qui ont participé au séjour, il y a beaucoup d'intérêt. Mais la question, comment on peut faire, parce que c'était votre question au départ, si j'ai bien compris, comment on peut faire aussi une obligation pour les chercheurs de se former, bon, ça va être très difficile, parce que ça aussi, je ne suis pas sûre si ça c'est la bonne route, ou c'est la disponibilité de l'intérêt de la pratique, etc. Mais il faut absolument sûrement continuer à être sûr qu'il y a des offres pour les chercheurs. Derrière Rolf. Oui, bon, comme quand je suis arrivé, il y a Sandrine qui m'a dit, comme tu as participé au pilote, là, il faudra que tu donnes ton nom. Alors, bon, ben, je m'exécute un peu aussi. Mais c'est vrai que ça fait déjà un moment que ça bouillonne dans ma tête. Je suis patient partenaire, donc je ne suis pas dans les professions de la santé. Mais disons, j'étais avec ce que j'ai subi, disons, comme patient, comme maladie, etc., diverses et variées, ça bouillonne dans ma tête. Et puis, quand je suis venu au cours, j'ai vu un peu beaucoup de théorie, et puis pas beaucoup de pratique, en fait. C'est un peu mon impression, hein. On est d'accord. Et puis, je me suis dit aussi, par exemple, vous me direz, parce que je pense qu'il y a beaucoup de médecins aussi dans la salle, est-ce que j'ai entendu dire que maintenant, pour commencer une formation de médecin, il faut d'abord commencer par un stage d'aide-soignant. Est-ce que c'est juste là? Apparemment, c'est ça. Hein? Alors, je crois que le but, c'est d'abord de mettre les gens dans la pratique, et puis qu'ensuite, la théorie qu'ils apprennent ait plus de sens quand on leur bourre le crâne après avec toutes les connaissances qu'ils doivent savoir. Là. Et moi, j'ai l'impression qu'avec la recherche, c'est peut-être aussi un peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens intéressés à la recherche puissent d'abord aller regarder un peu comment se passe la pratique, qu'est-ce qu'il y a comme recherche en cours, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, etc. Et puis ensuite, de venir voir, de discuter de modèles théoriques, etc., qui doivent aussi exister, ça je suis d'accord. Mais disons, de venir avec la théorie après, si on veut, là, disons. Je suis d'accord qu'on ne peut pas, disons, se plonger dans la recherche, etc., puis arriver au bout de la recherche, sans avoir intégré aussi tout ce que la société attend de la recherche, etc. Donc des modèles un peu, qu'il faut que ce soit de telle façon, etc., pour qu'on comprenne. Alors voilà, c'est un peu ça que je voulais faire partager. C'est un très bon point. Moi, c'est très intéressant ce que dans nos consultations, c'est aussi un peu comme ça qu'on fonctionne. Pour participer comme patient partenaire à une consultation, il n'y a pas besoin d'avoir une formation. Il faut venir voir et écouter les premières fois si on se sent à l'aise, pas à l'aise, si ça match, si ça match. C'est aussi. Laure, moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'était, parce que j'ai participé à la formation, c'est la possibilité à chacun, évidemment, de comprendre un peu le monde de l'autre, parce qu'il y a déjà un monde entre la clinique et le patient, mais alors entre la recherche et le patient, c'est encore plus éloigné. Et je pense que ce qui apporte aussi la formation, c'est peut-être que le chercheur voit cette contrainte d'inclure le patient comme un atout, un intérêt, un avantage. Et ça, je pense que ça les a aidés à se dire « Ah mais oui, en fait, peut-être que là, sur des points comme ça, je pourrais trouver mon intérêt à avoir en fait, le point de vue d'un patient. » Et pour moi, c'est ça la clé.
parce que le partenariat, il existe là aussi si le chercheur trouve un intérêt là-dedans. Si c'est juste pour forcer, pour faire joli, parce que le fonds demande et tout, c'est dommage. Mais ça va demander effectivement un shift dans la façon de penser de OK, et c'est là qu'on disait c'est bien si c'est imposé au départ, finalement ça va apporter ça, qu'au moins le chercheur se dise mais où est-ce qu'il y a un intérêt à cette participation du patient. Les patients partenaires en recherche, est-ce qu'il est là pour aider à recruter des patients? Il peut être là pour aider à recruter des patients, par exemple. Et dans ce cas-là, en termes de confidentialité vis-à-vis du patient qui souhaiterait participer à une étude, le fait de parler à une autre personne qui n'est pas du milieu médical mais qui est patient partenaire, comment ça se... Alors en fait, les patients partenaires qui collaborent, c'est une charte. Et dans la charte, la confidentialité est indiquée. Et d'ailleurs, dans une consultation de reprise commune et améliorée, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la salle garderont l'information qu'il y a eu dans la salle dans leur tête. Le patient partenaire peut participer à la stratégie de recrutement, c'est-à-dire en tant que patient, moi je pense que ce serait peut-être mieux de venir nous proposer l'étude une fois qu'on a passé le stade des urgences parce qu'on est un peu moins stressé et puis que là on sera peut-être plus réceptif. Donc ça, voilà, ça c'est ce que nous on fait dans ces consultations, on réfléchit à la stratégie. Et après, concrètement sur le terrain, pourquoi pas, c'est peut-être pas forcément la bonne personne, peut-être la bonne personne pour appuyer la personne qui va recruter, pour répondre à d'autres questions, des choses comme ça. Sinon, ça devient un employé de la recherche. Les ARC, assistants de recherche clinique, ce n'est pas des soignants. Donc, il n'y a pas de problème de confidentialité a priori. Et les ARC vont aller récolter des données sur des patients sujets d'études. Je ne vois pas vraiment là le problème. Mais je ne suis pas sûre que le patient soit là pour faire le travail des employés de la recherche. Il est vraiment là pour apporter son expertise de patient et de qu'est-ce qu'il peut apporter à l'étude. Pas pour faire de quelqu'un d'autre. Je pense que ça dépend du type d'études. Exactement. Par exemple, les études qui apprennent des patients, il y a des examens invasifs. Parce que moi, je travaille en recherche dans la cardio-interventionnelle. Là, on a un temps limité. Et le patient partenaire, finalement, il n'a pas de place. Il aurait peut-être une utilité, mais il n'a pas de place à ce moment-là. Ça dépend du type d'études pour lesquelles il pourrait être un plus pour les patients à recruter. Je pense que c'est important à souligner le fait que c'est en amont d'un projet d'étude que le partenaire doit être inclus. Donc, quand on pense à la stratégie, qui on va recruter, comment, qu'est-ce qu'on veut leur apporter, on n'attend pas du partenaire à faire. On est sur place le moment où l'intervention du placebo, je sais pas quoi, il y a en place. Ce n'est pas le rôle d'un partenaire, c'est le rôle de l'équipe de la recherche qui reste responsable du projet. Mais ça revient au même, c'est-à-dire que suivant le type de recherche, on ne peut pas anticiper. Mais dans la stratégie parce qu'au moment où on écrit le protocole, on peut se dire, on sera dans cette situation et le patient qui est passé par ce truc-là en disant ah bah si on m'avait proposé ça juste avant que j'aille faire mon stent, moi j'aurais dit non quoi. Qu'est-ce qui aurait pu ensuite vous faire changer d'avis, plutôt accepter ça? Le fait d'avoir, des fois ça revient dans nos consultations, le fait d'avoir déjà entendu parler de l'étude dans le bus par exemple, à travers une autre campagne, avoir une information sur le fait, comme ça quand on me la propose, je suis moins surpris parce que j'en ai déjà entendu parler. Ça peut être une stratégie de recrutement au sens large, mais de comment on pourrait faire accepter cette étude
rejoint cette histoire, on n'a pas de checklist parce que ça va dépendre du contexte. Il y a des contextes où ça a tout son sens d'avoir un patient avec nous quand on va proposer une étude, puis d'autres pas du tout. On a eu, Nadia, un exemple où l'étude n'avait pas assez de recrutement, et puis on en a parlé, on s'est dit qu'en fait, il faut travailler aussi avec les organisations des patients avec cette pathologie pour qu'ils puissent passer bouche à l'oreille entre qu'il y a une étude qui se passe. C'était une étude observationnelle, enfin, une sorte de et puis là, ils étaient bloqués parce qu'ils n'avaient pas réfléchi à faire ça via les réseaux de patients. Alors là, on n'est pas obligé de soutenir, mais on a des liens. La démarche, c'est qu'ils ont commencé par faire sans les patients, ils sont tombés, il y a eu un échec, et ensuite on s'est dit, bah, allez demander aux patients ce qu'ils en pensent, et ils ont fait un amendement, ils ont revu leur protocole, et maintenant ça marche super. Je crois que vous avez raison, hein, que la diffusion d'informations, c'est peut-être ça la clé. Parce Une des clés, il y en a probablement plein d'autres. Des clés entre les patients aussi, parce qu'on dit l'un à l'autre, mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à notre maladie, allez soutenir un peu. Et puis, et ça, c'est vraiment peer-to-peer, c'est fort. Si une personne dit à l'autre, faisons ça, moi j'ai fait, et toi tu peux aussi. Mais ça, c'est pas le rôle nécessairement de ce groupe. C'est juste une sorte de... Oui, c'est notre stratégie qu'il fallait ajouter. Avant, il fallait penser à... Comme on a dit. Je suis sûre qu'il y a encore plein de questions, tellement le sujet est intéressant. Et je remercie encore toute l'équipe, Nadia, Touran, Sarah, pour votre excellente présentation. Et puis, c'est aussi le café de la recherche. Donc, je vous invite maintenant à prendre un café et puis échanger avec les intervenantes au sujet du partenariat en recherche. Merci encore à tous.